Il y a une énigme, une sorte de puzzle intellectuel qui a littéralement fasciné le philosophe Léo Strauss. Et cette énigme, elle tourne autour d'une figure, une figure monumentale du XVIIe siècle, Baruch Spinoza. La question est simple mais vertigineuse. Comment est-ce qu'un penseur aux idées si radicales a pu finir par jeter les bases de nos sociétés libérales? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer. Tout part de là, de cette idée qui est au cœur de notre analyse. C'est une affirmation qui a de quoi choquer, n'est-ce pas? L'idée que la force fait le droit. Ça semble être l'antithèse absolue de tout ce qu'on considère comme juste et civilisé. Et voilà le paradoxe dans toute sa splendeur. Comment peut-on passer d'une prémisse aussi brutale à l'idéal d'une société libre et démocratique? C'est précisément cette tension, cette question incroyable que Léo Strauss a décidé d'aller chercher dans l'œuvre de Spinoza. Pour bien se rendre compte de l'audace de Spinoza, il suffit d'écouter ce qu'en disait un de ses contemporains, et pas n'importe lequel, Thomas Hobbes. Hobbes lui-même n'était pas vraiment connu pour cette timidité intellectuelle, loin de là. Alors quand Hobbes dit que quelqu'un est allé trop loin pour lui, ça veut dire qu'on est en territoire vraiment, vraiment radical. Alors comment Spinoza en est-il arrivé là? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir la rupture philosophique qu'il représente. Il ne part pas de rien, au contraire, il réagit à des siècles et des siècles de pensée politique qui l'ont précédé. En fait, on assiste ici à un véritable basculement de paradigme. D'un côté, il y avait la pensée classique, celle de Platon et d'Aristote, qui était, disons-le, idéaliste. On se demandait comment atteindre la vertu, comment construire la cité parfaite. Et puis arrivent les modernes, des gens comme Machiavel ou Hobbes, et eux, ils balaient tout ça d'un revers de main. Leur approche, c'est en gros, arrêtons de rêver. Regardons les êtres humains tels qu'ils sont, vraiment, mus par leur passion et leur désir de pouvoir. Et Spinoza, il s'inscrit à fond dans ce courant réaliste. Pour lui, la philosophie politique d'avant était non seulement inutile, mais carrément ridicule. Il parle de satire, de fiction, parce qu'elle décrivait une nature humaine qui n'existe tout simplement pas. Le point de départ doit donc être la réalité, aussi crue soit-elle, et non un idéal inaccessible. Mais, et c'est là où ça devient absolument génial, et c'est ce que Strauss analyse, Spinoza ne s'est pas contenté de suivre Machiavel et Hobbes. Non, il a créé quelque chose de complètement nouveau. Il n'a pas juste rejeté les anciens idéaux, il les a reconstruits, mais sur des fondations radicalement différentes. Strauss utilise une métaphore qui est juste parfaite pour expliquer ça. C'est la greffe. Imaginez, Spinoza prend le tronc de l'arbre, solide, réaliste, celui de la pensée moderne. Un tronc qui accepte que le monde, c'est d'abord une affaire de pouvoir. Et sur ce tronc, il vient greffer une branche de la pensée classique. L'idée que le but ultime de la vie, c'est la contemplation, la connaissance, la liberté de l'esprit. C'est cette fusion, cet hybride qui est absolument unique. Bon, maintenant, voyons comment cette synthèse philosophique se traduit concrètement en un projet politique. Et on va voir que les conséquences sont souvent surprenantes et parfois, oui, assez dérangeantes. Alors attention, parce que voici le point de départ, brutal et sans aucune concession. Pour Spinoza, le droit n'est pas une question de morale, pas du tout. C'est simplement le pouvoir. Le droit d'un individu s'étend aussi loin que sa puissance le lui permet. L'image est frappante. Le gros poisson a le droit de manger le petit. Non pas parce que c'est bien, mais simplement parce qu'il le peut. C'est une vision du droit qui est complètement amorale. Logiquement, cette prémisse soulève une question immense. Si le monde n'est qu'un rapport de force permanent, comment est-ce qu'on peut échapper à une guerre de tous contre tous? Comment construire un semblant d'ordre, de paix? La réponse classique, bien sûr, ce serait d'éduquer les gens à la vertu, de leur apprendre à maîtriser leur passion. Mais pour Spinoza, en bon réaliste, ça, c'est de l'utopie pure. On ne change pas la nature humaine comme ça. Et voilà sa solution, aussi contre-intuitive qu'ingénieuse. Au lieu de combattre les passions humaines, il faut les utiliser à notre avantage. Spinoza identifie une passion quasi universelle et surtout très puissante, l'avarice, l'appât du gain. L'idée, c'est de construire un État où la poursuite par chacun de son propre intérêt égoïste finit par servir le bien commun. Strauss lui-même a été sidéré par l'audace de cette idée. En fait, c'est un peu l'ancêtre de la fameuse main invisible. On ne demande pas aux gens d'être bons. On crée un système où leur égoïsme contribue, sans même qu'ils s'en rendent compte, à la stabilité et à la prospérité de l'ensemble. Un vice privé qui produit un bénéfice public. C'est une déclaration d'une force étonnante, en effet. Et cette logique, on la retrouve partout dans son État. La religion, son but n'est pas de révéler une vérité philosophique, mais d'assurer l'obéissance et la paix. L'État, son but n'est pas de nous rendre vertueux, mais de nous garantir la sécurité, parce que c'est la condition indispensable pour que l'esprit soit libre. Même la liberté d'expression est jugée à l'aune de son utilité pour la stabilité de l'État. Tout est pragmatique. Alors, revenons à notre paradoxe du début.
Maintenant, on voit un peu mieux comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour former un tableau. Un tableau cohérent, c'est certain, mais qui reste assez dérangeant. Pour Léo-Strauss, il n'y a pas de doute. Spinoza est le tout premier véritable philosophe de la démocratie libérale. Mais attention, pas un démocrate idéaliste, non. Un démocrate profondément réaliste qui construit l'édifice de la liberté, non pas sur de belles intentions, mais sur le socle dur et froid de la nature humaine et des rapports de pouvoir. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Nos sociétés modernes, qui chérissent tant la liberté, le commerce, la sécurité, ne reposent-elles pas, au fond, sur cette même logique spinoziste ? Une logique qui part du principe que la liberté a besoin de sécurité et que cette sécurité peut se construire en canalisant des passions bien moins nobles que la pure vertu. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête